À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal. Investi dans ses fonctions, le commandant de la garde républicaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le général Kabi Kira Ephraim n'est pas resté cloîtré dans son cabinet. Il a présidé tout récemment la première causerie morale au camp CETA. Le cortège du commandant de la garde républicaine a atteint le portillon du camp CETA sous les ovations d'une foule monstre composée essentiellement des épouses des militaires, jeunes, enfants et autres curieux. Le cortège a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre l'état-major de l'unité, la foule l'ayant forcé à suivre le rythme de la marche. Il a été reçu à la grande parade du camp CETA par l'officier supérieur, le lieutenant-colonel Moulenda Kassongo, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, a tenu à remercier de vive voix le commandant suprême pour le choix porté en sa modeste personne à la tête de cette unité d'élite. Cela était accompagné d'une animation improvisée par les militaires. Sur place, le commandant de la garde républicaine a procédé à la présentation de son état-major tel que décidé par le commandant suprême. En commençant par lui-même, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, le général de brigade Inyenge Balaki Christophe, le général-major Mulumba Kabanangi et le colonel diplômé d'état-major Maloba Eric. Juste après, le commandant de la garde républicaine a fait le rappel de la mission de la garde républicaine, notamment garder le chef de l'État toujours en vie, sécuriser le chef de l'État, les membres de sa famille, ses hôtes de marque ainsi que ses biens. La mission secondaire de la garde républicaine a également été rappelée, celle de défendre l'intégrité territoriale de la RDC et la protection de la population ainsi que de leurs biens. Et concernant la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, la Chambre haute du Parlement vient de procéder à cet exercice au cours de la plénière présidée aujourd'hui par le speaker Modeste Bahati après la présentation de ce projet de loi par la ministre d'État à la Justice Rose Mutombo. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Le PEV et le réseau des parlementaires congolais à la vaccination plaident pour la prise en compte du financement de la vaccination dans la ligne budgétaire. C'est à ce sujet la matinée présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous dit Dada Chabani. Le compte du financement de la vaccination dans la ligne budgétaire va augmenter la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Le financement durable de cette vaccination par les trésors publics va permettre à plus de 40% d'enfants qui n'ont pas accès à la vaccination d'être vaccinés, aussi bien dans la routine que dans la vaccination des masses. L'implication des députés et des sénateurs, qui sont des autorités budgétaires, présage le vote des lois en faveur de la vaccination durable, avec comme impact la prévention, voire l'éradication des maladies évitables par la vaccination à la base du taux élevé de la mortalité infantile en RDC. Voilà pourquoi les programmes élargis de vaccination PEV, en collaboration avec les réseaux des parlementaires congolais acquis à la vaccination, ont tenu une journée de plaidoyer pour le financement de la vaccination par les trésors publics, présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Mbata. Cette matinée était une opportunité de réfléchir sur les avancées et les défis ainsi que de projeter les perspectives pour une réponse idoine aux besoins des PEV pour renforcer la couverture vaccinale sur toute l'étendue de la République. C'est ce qu'a souligné le directeur national des PEV, Aimé Chikomola, qui n'a pas manqué de spécifier l'objectif visé, à savoir contribuer à la lutte contre les maladies infantiles évitables par la vaccination et aussi réduire les taux de la mortalité infantile. La vice-ministre de la Santé a salué cette action qui matérialise le plan stratégique de la couverture de santé universelle, une initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette question à présent, quelle perception avons-nous de l'avortement sécurisé au regard du protocole de Maputo? Des réponses et des réflexions ont été trouvées lors de la conférence scientifique qui a réuni des professeurs, des médecins, des juristes et des étudiants des différentes universités. Les détails avec Iverson Kabwaba.
Voilà, nous passons à cette question. Quelle perception avons-nous de l'avortement sécurisé au regard du protocole de Maputo? Des réponses et des réflexions ont été trouvées lors de la conférence scientifique qui a réuni des professeurs, des médecins, des juristes et des étudiants des différentes universités. Images et commentaires. Des cadres à la tenue de cette conférence. Professeurs, médecins, juristes et étudiants étaient présents au rendez-vous pour réfléchir sur le thème « Quelle perception avons-nous de l'avortement ?» Protocole de Maputo, quel bilan des temps forts a marqué cette rencontre scientifique? D'abord les exposés et ensuite le jeu des questions-réponses. Pour le professeur Dr Roger Ndungu, plusieurs causes peuvent justifier l'avortement sécurisé, notamment l'inceste, le viol et la malformation fœtale. Il souligne que l'opération doit être faite dans le respect des standards médicaux fiables et légaux pour préserver la vie de la mère. La République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo qui justement donne au droit à l'avortement sécurisé. Il y a des jurisprudences, il y a des lois de notre République qui permettent de pratiquer, bien entendu, l'avortement sécurisé et on a donné les circonstances dans lesquelles on peut pratiquer cela. Cette matinée scientifique a été organisée par Possia Moutekiché, coordonnateur du club Cortex Santé, en collaboration avec l'Union de jeunes avocats et les cliniques universitaires de Kinshasa. Aujourd'hui, le médecin a fait savoir les conséquences d'abord liées à cette pratique et aussi pour informer à la communauté que l'avortement sécurisé est préconisé à la place de l'avortement clandestin. Maître Liévin Gondji a rappelé que la Constitution reste la boussole fiable que dispose le peuple congolais qu'il faut consulter avant de prendre telle ou telle orientation. Il faut plus d'engagement pour lutter contre la faim. En marge de la Journée internationale de l'alimentation, Colia Congo, une entreprise congolaise dans le secteur production agroalimentaire, plaide pour l'appui du gouvernement au secteur privé. Cédric Kenina. National de l'alimentation et de l'agriculture, une célébration qui renvoie à une réflexion sur la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Journée qui coïncide avec une autre journée avant liée à la femme rurale. Pour ce faire, les responsables de Colia Congo, Richard Kabea Ilunga, a reconnu les efforts fournis par le gouvernement de la République pour enfin atteindre la souveraineté économique et alimentaire. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Nous sommes sans ignorer que les efforts sont fournis à cet effet. Les partenaires techniques et financiers ont aussi leur part de responsabilité, mais le secteur privé aussi. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous, en tant que Colia Congo, nous allons aller vers ces femmes. Nous allons encadrer ces femmes, essayer de moderniser leur façon de travailler dans ce secteur. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Birionzi, parle ici des mérites à l'endroit des provinces, plateformes, y compris les agriculteurs qui ont excellé dans le travail de la terre. Nous allons amener ces bataillons à pouvoir combattre la crise alimentaire. J'ai cité deux provinces pilotes qui ont excellé, c'est le Haut-Katanga et le Lualaba, pour lesquels nous allons décerner les premiers prix Félix-Antoine Tshisekedi pour la lutte contre la crise alimentaire. Pas une seule parcelle sans plante agricole, eh bien le message est passé. Et cela s'intègre bien dans la nouvelle vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la revanche du sol sur le sous-sol. Comment arriver à gérer ces économies lorsque l'on est dans des petits commerces? Plusieurs femmes ont été formées par le groupe Comex FIFED sur l'économie financière sur ça. FIFED poursuit la formation des femmes à l'éducation financière. Tôt le matin du 13 octobre, c'était le tour d'un 4e groupe de femmes à être sensibilisées et conscientisées. C'est pour que ces femmes parviennent à bien gérer leurs revenus, aussi devenir autonomes à travers le projet Nduka, un projet de développement socio-économique pour les jeunes et les femmes entrepreneurs de la RDC, comme l'explique la présidente de Corex FIFED, Jeanne Sabiti Zamouda. Et ce projet va faire partie d'éléments qui vont faire naître la classe moyenne à travers la RDC. Ce projet-là est accompagné par d'autres modules, qu'il s'agit de culture associative et d'économie domestique. Ce groupe de mamans soient capables
de s'organiser tout seul pendant une année parce qu'il s'agit d'un crédit qu'on leur donne. Ndouka signifie simplement magasin, un projet appuyé par Equity Bank et qui permet aux femmes de travailler en équipe de 10 par groupe autour d'un chariot. Une façon aussi d'aider le pays à la création d'une classe moyenne. Après Kinshasa, l'équipe de la Fédération intergénérationnelle des femmes et jeunes pour le développement durable FIFE de RDC se rendra dans les provinces pour organiser les mêmes programmes. Un tour d'actualité en province. D'abord dans le Sankourou, où le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires sociales, vient de faire un don important en faveur de la population de Lodje et de Katakokombe, victimes d'un incendie qui a consumé leur toit. Pris de compassion et douleur à l'égard de sa base naturelle de Nambelo-Loembe, dont il est originaire, le député national Jean-Charles Okotolo-Lakombe avait plaidé auprès du pouvoir exécutif la cause des victimes de feux de champ dans la province de Sankourou. Cri d'alarme qui a bien atteint le plus haut sommet de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à instruire différents ministères concernés de prendre des mesures idoines afin de venir en aide aux sinistrés des villages Yangunda. Rapidement, des fonds seront décaissés. Jean-Charles Okotolo-Lakombe, à la tête d'une délégation composée essentiellement des agents du ministère des Affaires sociales, avait la charge de faire parvenir les dons humanitaires à destination. Le député national Jean-Charles Okoto explique pourquoi il a mené cette démarche en faveur de cette population. Il y a de cela 4 ou 5 mois, il y a eu un incendie dans le territoire de Lodja, plus précisément le village Elongue, et à Katakokombe, dans le village Yangunda, où il y a eu un incendie causé par un feu de brousse. Je crois que des centaines de maisons ont été brûlées. Nous avons, dans un premier temps, assisté cette population par nos modestes moyens. Mais nous avions promis également à la population qu'on devait contacter la haute hiérarchie afin de pouvoir les épauler. Ce geste louable n'a pas laissé indifférent la population bénéficiaire de ce don gouvernemental. Voilà, c'était un commentaire de Dieudonné Yangumba Junior. Et le bureau de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE a échangé avec la délégation de la firme Carpowership sur la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 200 MW à Matadi. La régulation du secteur de l'électricité ARE en sigle a accordé un avis favorable à la demande de concession déposée par l'entreprise Carpowership ce vendredi 14 octobre 2022 et la notification a été faite à M. Zitouni Zied Akram, Business Development Manager au sein de la dite société. Nous avons soumis à l'ARE une demande pour étude de notre dossier de soumission pour une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW qu'on va déployer à Matadi. Ils ont fourni un travail considérable vu la spécificité de notre solution. Les particularités de notre technologie qui différencient notre solution et qui la rendent adéquate aux besoins de la République démocratique du Congo. Et nous avons reçu aujourd'hui l'avis favorable pour notre demande. Carpowership, société reconnue mondialement, veut installer une centrale électrique flottante d'une capacité de 200 MW à Matadi au Congo central. Les experts de l'ARE ont examiné sérieusement le dossier de l'entreprise avant de lui donner l'aval pour une concession. Cet avis a été... Voilà, et en séjour de travail dans la province du Sud Kivu, le président du conseil d'administration de la fondation Trésor Moutiki a visité 2 territoires de cette province ce lundi, de Mouega et de Walungu. Ce dernier est passé par le pont réhabilité de Kadoubo. Approcher les communautés dans les Sud Kivu, le message du Trésor Moutiki a été bien clair dans la salle Mater Dei de la ville de Bukavu. Un jour après, la délégation, composée de différentes structures, a pris la direction du territoire de Walungu, où le pont Kadoubo a été réhabilité sur la RN2, reliant les 2 territoires, Walungu et Mwenga. Sous la pluie battante, le cortège s'est arrêté à la paroisse de Kassika, dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe des victimes innocentes du 24 août 1998, dont il a promis de construire d'autres tombes en vue de leur rendre hommage. Même geste ici devant le couple royal François Moubeza, massacré durant la rébellion du RCD.
Juste après, cap vers l'église de Kassika Kiovo, l'église protestante où le PCA de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki, a remis une moto au pasteur responsable pour sa mobilité et quelques ordinateurs. Ajoutez à cela quelques fournitures du bureau et d'autres biens en nature. Autre geste de haute portée sociale, c'est l'appui apporté aux malades internés dans les hôpitaux gérés par la paroisse. 135 km parcourus en une journée pour arriver à Mwenga avec le même message de l'unité et de vivre ensemble. Les jeunes sont appelés à travailler pour développer leur territoire. Et puis réfléchir sur le développement de la province du Bas-Ouélé. Tel a été le sens de cette rencontre entre les notables de cette province avec le gouverneur Jean-Robert Bombiti. Jean-Robert Nzanza Bombiti a exhorté les filles et fils des Bas-Ouélé à apporter des solutions idoines aux problèmes majeurs clairement identifiés qui freinent la bonne marche de la province, notamment le délabrement des infrastructures, la carence du capital humain, le manque de services sociaux de base et l'absence de l'autorité de l'État. Le but principal de la rencontre, c'est l'appel à la solidarité. Alors c'est comme ça que nous avons tenu à organiser ce dîner d'échange pour qu'avec les filles et les fils des Bas-Ouélé, nous puissions un peu revoir la situation de la province, les défis et aussi proposer des solutions qui pourront être mises en application. Nous avons compris que les deux problèmes majeurs de la province sont délabrement des infrastructures routières et aussi le problème de la production agricole. Nous avons commencé avec les cantonnages manuels et qui avancent déjà très bien. Notre totem, léopard en langue boa et l'opération Totombola Bas-Ouélé doivent aboutir, a insisté le gouverneur. À l'occasion, le député national honoraire Jean-Paul Nemoyato a donné son point de vue en tant que fils du terroir sur la politique du développement. Pour Madame Carole Aguito Amela, sénatrice, il n'est jamais tard pour agir. Travaillons avec celui qui a été élu par les représentants du peuple. J'appuierai toujours les bonnes initiatives dans la limite de mes moyens. Je le ferai toujours et de bon cœur. Pour lier l'utile à l'agréable, un repas de cœur a été partagé entre filles et fils de Bas-Ouélé. Voilà, promouvoir l'autonomie et veiller les esprits des femmes dans la ville de Bumba. Tel est l'objectif de cet entretien entre Bibiche Limbaya avec la population de Bumba dans la Mongala. Richard Kalala Junior a signé ce reportage. Dame de la République, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, l'épouse du gouverneur de la province de la Mongala, Bibiche Limbaya, a foulé hier le sol de la ville de Bumba dans le but de conscientiser les femmes de cette contrée sur l'étendue des capacités qui sommeillent encore en elles. Dans son adresse, Bibiche Limbaya a été marché sur les pas de Simone de Beauvoir qui puisait l'autonomisation de la femme, la créativité, l'entrepreneuriat en vue d'atteindre l'objectif 50-50 prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Merci C'est dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous sommes là. Et aussi pour emboîter les pas à la première dame Denise Nyakeo, notre maman et notre modèle. Aujourd'hui, tout Mongala est derrière le chef de l'État. L'État qui a restauré l'autorité de l'État de notre province. Papa m'a envoyé pour que nous envisageons l'avenir et oublions le passé. C'est ici le lieu d'informer à l'opinion que Bibiche Limbaya est à la tête d'une fondation qui porte son nom et dont les objectifs vont de pair avec la vision du président de la République. La journée internationale de l'alimentation a été célébrée à Kinshasa. Les experts ont donné l'importance d'un environnement sain pour un aliment sain. La structure Banabio a exposé quelques aliments congolais. De la journée internationale de l'alimentation était marquée par deux temps forts. La conférence sur l'environnement sain, suivie de la présentation de produits alimentaires. Nous sommes ici, c'est pour célébrer, pour démontrer et pour propager par rapport à la journée internationale de l'alimentation, tous ceux qui s'occupent, tous ces jeunes qui s'occupent de l'alimentation, mais aussi mettre en lumière ces produits made in DRC et les valoriser. La journée de l'alimentation existe. Et pour cela, la RDC est un grand pays. Nous devons nous lever pour essayer de
bannir ces problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition. Nous devons nous... Le 17 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Thème retenu cette année, la dignité pour tous dans la pratique. À cette occasion, la synergie femmes, paix et développement durable, le Comité national des femmes et le développement et le forum multisectoriel des jeunes de la CIRGEL RDC ont organisé une conférence de presse en vue de sensibiliser toutes les couches sociales à lutter contre la pauvreté sous le thème de cette année. Octobre dans le monde entier, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté a eu un thème évocateur, la dignité pour tous dans la pratique. À Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la synergie femmes, paix et développement durable, le Comité national femmes et développement ainsi que le forum multisectoriel de jeunes de la CIRGEL RDC ont organisé une conférence de presse au centre d'études pour l'action sociale, CEPAS en sigle. Objectif, sensibiliser toutes les couches sociales sur la politique de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère veut absolument passer un message de travail. Nous devons prendre conscience que nous avons un pays solution qui a les ressources du sol et du sous-sol. Nous sommes très mal classés sur le rapport de la Banque mondiale, mais nous devons sortir de ça. Nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Ce jour, ça doit être un jour de prise de conscience pour que le mouvement que nous créons aujourd'hui, que nous lançons, puisse ramener à repenser la nation congolaise, l'État congolais, l'âme congolaise. Nous avons des plaidoyers qui sont tournés vers nos partenaires, nos bailleurs de fonds, notre gouvernement propre, nos législateurs et puis nous-mêmes les associations donc à la base. Pour la synergie, les activités de mobilisation et sensibilisation vont se poursuivre à travers le pays pour éveiller la conscience des décideurs ainsi que celle de la population. À présent, cet atelier numérique sur l'entrepreneuriat des femmes organisé par l'ONU Femmes. De la population. Il a été abondamment question de la cybersécurité et de l'hygiène numérique par Audrey Kabengo au cours de ses travaux avec les femmes entrepreneurs. Avec ces 2 jours de renforcement des capacités, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne connaissait pas vraiment nos téléphones. On ne les utilisait pas vraiment comme ça devrait. Que ce soit nos téléphones, que ce soit nos ordinateurs, on s'arrête au simple fait, par exemple, d'envoyer un message WhatsApp. Mais on ne sait pas que dans WhatsApp, là, on peut vendre, dans WhatsApp, là, on peut vous attaquer. Dans WhatsApp, là, vous pouvez vous couvrir, donc vous pouvez vous masquer. Les femmes entrepreneurs peuvent écouler leurs marchandises en protégeant leurs comptes. D'abord, je commencerai par remercier l'ONU Femmes, en ce sens que on est souvent... Nous utilisons les réseaux sociaux, mais nous ne savons pas comment les utiliser, principalement pour nous les femmes entrepreneurs. Moi, je suis étonnée de savoir qu'à partir de Facebook, je peux prendre mes produits, les poster là-bas pour attirer la clientèle. Et avec la formation sur Canva, je sais maintenant comment fabriquer les logos. Si vous allez à la cité, vous demandez à ce qu'on vous fasse votre logo. D'abord, ils ne le font pas comme vous voulez. Et puis, deuxièmement, ils vous font, c'est hors de prix. Il y en a qui demandent même $100. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris les 2 jours, je suis à même de concevoir mon logo, à l'imprimer et à poster, à étiqueter mes produits. La remise des brevets a sanctionné la fin de cette formation. Allons à présent dans la ville de Mbujimaï qui se modernise chaque jour. Les engins de l'entreprise Crexet sont à pied d'œuvre pour finaliser les travaux d'asphaltage. Après Lumumba, c'est le tour de l'avenue Fachi, ex-Lusambo de 8 km. Lusambo en Mbujimaï au Kassai oriental, débaptisé avenue Fachi depuis le lancement du projet Tchilegelou avec 25 km de route à construire, partant de l'aéroport de Bipemba jusqu'au rond-point Bakwadjanga, soit plus de 6 km, reçoit sa première couche d'enrobé depuis le samedi 15 octobre 2022. Ces travaux d'asphaltage sur le planning normal proposés par l'entreprise chinoise Crexet. L'avenue Lusambo, nous allons l'asphalter dans toute son entièreté. Nous partons
du croisement de l'avenue Fachi avec l'avenue Mboujima et donc non loin de l'hôtel Gloria jusqu'à l'aéroport. Ces travaux d'asphaltage de l'avenue Fachi viennent clôturer les travaux de canalisation de la ville de Mboujimai à la grande satisfaction de la population bénéficiaire de ces réalisations, signé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu bénisse notre président. Je remercie encore les gens de Grec 7 qui sont en train de travailler. Je vois qu'il y aura de bonnes choses ici dans notre province. Grec 7 a construit pour protéger les routes au Kasaï oriental les plus grands collecteurs de drainage des eaux, 1532 mètres, déversant les eaux en provenance de l'aéroport jusqu'à la rivière Kanchi. Puisque c'est la première fois, je suis chef de mission, mais je suis aussi un ancien de la ville. C'est la première fois que nous avons un ouvrage, et réellement qu'on appelle le collecteur ici. Il va ramener ici les eaux directement à la rivière Kanchi. Ça n'existait pas sur la ville. Ces travaux de Tshilé-Gelou ont pris une vitesse de croisière et les 25 km prévus seront terminés dans le délai de 36 mois malgré les difficultés liées à l'enclavement de la ville de Mboujimai. Revenons à Kinshasa où la tradition a été respectée comme chaque année. La Chambre des mines a tenu son assemblée générale ordinaire ce lundi. Il était question de faire l'état des lieux de toutes les réalisations et projeter les perspectives d'avenir dans le souci de contribuer au développement de l'économie nationale. Myrène Deke. Regroupant tous les acteurs œuvrant pour le développement de l'économie nationale, le vrai enjeu de cette Assemblée générale ordinaire était de faire un état des lieux sans complaisance de toutes les réalisations de la Chambre de mines et d'entrevoir l'avenir en capitalisant toutes les forces et tenir compte de faiblesses, et ce afin d'ajuster les tirs et redynamiser toutes les actions. La Chambre de mines contribue de manière remarquable au développement économique en RDC, de chiffres vrais de la participation du secteur minier, des informations sur l'évolution de la sous-traitance dans le secteur privé et les appels d'offres ont été également livrés au cours de ce portail. Lorsqu'on parle d'un budget de 14 milliards de dollars aujourd'hui dans ce pays, le secteur minier y contribue largement. C'est un secteur qui contribue à payer les fonctionnaires de notre pays. C'est un secteur qui contribue à l'effort de guerre qui se passe à l'Est. C'est un secteur qui contribue au bien-être des communautés dans les entités territoriales décentralisées. Rien que pour cette année, c'est plus d'un demi-milliard de dollars qui a été payé en redevances minières. La coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, s'insurge sur toutes les fausses informations issues du secteur minier. Notre portail, au fait, est venu mettre un point final aux rumeurs qui circulaient. Beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations publiaient des informations fausses, des chiffres faux issus du secteur minier. Et nous, en tout cas, nous sommes venus pour mettre fin à toute cette pratique. Cette assemblée générale, qui coïncide également avec la sortie officielle du Club national de sous-traitants, était aussi l'occasion de présenter les biens fondés de cette initiative sous la coordination de la Chambre de mines visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Publicité ambassadeur social de développement 2022, c'est par les organisateurs de la 6e édition de Moussala Award. Témoin de l'événement, le conseil du président de la République en charge de la culture et art. Un commentaire de Fifi Mukundi. Des actions en faveur du développement de la commune de Mongafula couronnées à la 6e édition des Moussala Award. C'est à travers le plébiscite au titre d'ambassadeur social de développement de Djingel Ongala, initiateur de plusieurs projets dans cette municipalité. Le conseiller du président de la République en charge de la culture et art a rehaussé de sa présence cette cérémonie de remise de prix aux différents nominés. Pour Djingel Ongala, cette reconnaissance est le résultat du travail de terrain d'une année. Nous étions en train de nous dire que est-ce que ce travail que nous sommes en train de battre sur le terrain, est-ce que il sera reconnu. Et voilà, aujourd'hui, à travers Maxi Agency, nous venons de recevoir ce titre d'ambassadeur social de développement. Et nous dédions ce trophée à tous les habitants de Boum en général et de Boum en particulier. Comme je le dis toujours, l'heure n'est pas au discours, l'heure au travail. L'heure au travail dur. Alors, on travaille dur avec intelligence. À l'actif de l'heureux nominé, la formation de 1000 jeunes en décoration événementielle, en anglais et en coupe et couture. Djingel a aussi appuyé quelques mamans maraîchères avec des intras. Autre dotation, l'électrification de plus de
300 ménages et la remise de kits médicaux au centre de santé situé dans la partie rurale de Mongafula. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. La suite de l'actualité sur nos antennes, c'est tout à l'heure à 20h avec Anita Luamba.